D'ailleurs, mon frère m'a dit un jour, il y a pas longtemps, il m'a dit: «Je t'en supplie, quand l'Iran sera libre, arrête. Arrête tes combats, repose-toi, vis.» Et là, je pense que voilà, mon dernier combat, parce que vraiment c'est épuisant, c'est de me battre pour mon peuple. Et je pense que c'est un des plus beaux combats que j'ai eu à mener. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. Co-fondatrice de l'association Femmes Azadi, Mona Jafarian est une militante franco-iranienne qui paie le prix fort de son engagement. Influenceuse faisant de la réclame pour des compléments alimentaires goût vanille, militante autoproclamée, porte-flingue catapultée voix des Iraniennes, les expressions dégradantes et méprisantes à son encontre sont légion dans les médias qui n'hésitent pas à aller jusqu'à la taxer de militante d'extrême droite. Et pourtant, malgré tout ça, malgré les menaces de mort, malgré la protection policière désormais permanente et nécessaire à sa sécurité, Mona Jafarian s'évertue, encore et toujours, à porter la voix du peuple iranien en lutte pour sa liberté. À notre micro, inlassable et tenace, Mona, fidèle à son engagement, clame encore l'urgence de porter secours à un peuple et à ces femmes bafouées par un régime terroriste tout-puissant. C'est grandir à l'intérieur. Je crois qu'il faut se brûler, il faut vivre, se reconquérir. Parce que les femmes sont fortes. Celles qui osent. Si tu fais un mec dans la rue, mets-lui une main au cul, est-ce que tu l'as déjà fait? Celles qui osent. Je suis Mona Jafarian et je suis la cofondatrice de l'association Femmes Azadi. Depuis maintenant bientôt 4 ans, je me bats pour porter la voix du peuple iranien et je suis aussi maman de 2 petites filles de 6 et 11 ans. Pour le combat que je mène pour le peuple iranien, je suis malheureusement victime d'énormément d'attaques. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ça vient aussi énormément des médias très à gauche qui ont décidé de dresser une image fascisante de moi, d'extrême droite, parce que j'ai eu le malheur de porter les revendications de mon peuple. Et ces attaques sont très difficiles parce qu'elles sont contraires à mes valeurs, elles sont contraires à ce que je suis, elles sont contraires à tous mes combats de vie et aussi au combat de vie du peuple iranien. Et je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où il y a une inversion totale des valeurs, où on ne prend plus le temps d'écouter les peuples opprimés et concernés. Et je vois dans toutes ces attaques une forme de néocolonialisme et de suprémacisme qui est assez insupportable à vivre en tant que minorité. L'association Femmes Azadi a vu le jour juste après la mort de Mahsa Jina Amini, qui avait été tuée pour une mèche de cheveux qui dépassait de son voile. Mahsa Amini avait 22 ans et son nom est en quelques jours devenu le symbole de l'oppression des femmes dans la... Mahsa Amini, c'est son nom, avait été interpellé quelques jours plus tôt parce que le foulard qu'elle portait ne Elle est couvrait pas sortie du poste suffisamment. de police dans le coma et est morte 3 jours plus tard à l'hôpital. On était chacune dans notre coin, en tant que franco-iranienne, à pas trop savoir quoi faire pour pouvoir porter la voix de notre peuple. Et déjà, à cette époque-là, on s'était rendu compte qu'il y avait une incompréhension totale de la part de journalistes et de médias sur la réalité du combat des Iraniens. Donc souvent, on disait les femmes iraniennes se battent pour avoir le choix de porter ou non le voile, et on se rendait compte que la dimension de cette révolution n'était absolument pas comprise. Et c'est là où on a décidé de créer une première vidéo, tout ensemble, pour porter le vrai message du peuple. Et la vidéo a été vue plus de 10 millions de fois en l'espace de quelques jours, et on avait vu Sophie Marceau, Juliette Binoche, Marion Cotillard, Carla Bruni, tout le monde se mettait à la partager. Et on s'est dit, ok, on tient un truc, finalement on est toutes petites, mais si on rassemble nos forces, on peut porter la voix de notre peuple. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis alors au début c'était tout petit, hein, on sortait les carnets d'adresses, on essayait de trouver quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Et de fil en aiguille, eh bien, on a réussi à mener plein d'actions politiques assez fortes.
dont une résolution pour le classement des gardiens de la révolution islamique sur la liste des entités terroristes. On a aidé énormément de personnes, que ce soit des personnes qui tentaient de fuir le régime parce qu'ils étaient menacés, des personnes sur place. On a organisé tout un tas de conférences, de manifestations. On s'est mis à créer du contenu aussi pour traduire tout ce qui se passait en Iran, pour que les Français puissent avoir accès à l'information directement depuis les gens concernés et pas via des analyses de plateaux télé souvent erronées malheureusement. Et voilà, et de fil en aiguille, eh bien, l'association est devenue de plus en plus connue, avec une voix qui porte de plus en plus, et je dois dire que je suis assez fière de toutes ces nanas incroyables qui se battent à mes côtés maintenant depuis près de 4 ans, surtout qu'on en prend plein la figure et qu'on met aussi nos vies en danger pour pouvoir mener ces actions. En fait, on a vu une espèce de dérive de la pensée occidentale, mais très très rapidement. C'est-à-dire que dès les débuts de la révolution Femme, Vie, Liberté, ça plaisait bien finalement à cette vision occidentale de cette femme amazone orientale qui brûle son voile comme un étendard, mais pour la liberté de s'habiller comme elle veut, un peu comme si c'était une fashion week. Mais la réalité, c'est que quand on a commencé à poser des mots sur la révolution des Iraniens, c'est-à-dire que les femmes iraniennes, elles criaient pas dans la rue « je veux m'habiller comme je veux ». Elles criaient ni voile ni soumission, liberté et égalité, donc elles étaient très claires dans leur message. Donc déjà là, on a commencé à voir que ça coinçait, notamment pour les féministes d'ultra-gauche, ce qu'on appelle intersectionnelles assez couramment, parce que ici, on a quand même une doctrine qui voudrait que finalement ce voile soit un signe d'émancipation. On n'ose pas trop finalement poser les mots quand le patriarcat est islamique. On le pose sans problème quand il est chrétien. On s'oppose à Donald Trump, à l'extrême droite, et on se bat pour les droits des femmes, le droit à l'avortement. Mais dès lors que la personne en question, alors je vais employer un mot que je déteste, mais est racisée, là il faut faire silence parce qu'on risquerait de stigmatiser des gens en France. Et c'est de l'absurdité à laquelle on a été très vite confrontés. Moi je suis pas quelqu'un qui mâche ses mots, donc j'ai dit je suis désolée de heurter vos sensibilités, mais il y a la vie d'un peuple en jeu, donc il y a un moment il va falloir nous écouter. Et puis on a vu cette dérive devenir de plus en plus grande, et là il y a eu une bascule totale à partir du 7 octobre. C'est vraiment là où on a vu la société basculer, c'est-à-dire que nous très naturellement quand on a eu les informations, les vidéos, les images, d'autant plus que nous, on suit des chaînes iraniennes et aussi des chaînes des gardiens de la révolution islamique parce qu'on a besoin aussi de voir ce que fait l'ennemi. Eh bien, on n'a eu aucun doute sur ce qui s'était passé ce jour-là, on n'a eu aucun doute sur les viols subis par ces femmes, les agressions sexuelles. On les connaît, ces méthodes, puisque les femmes iraniennes en sont victimes depuis des décennies. Très naturellement, la communauté iranienne de France, eh bien, on a pris nos drapeaux et on est parti manifester aux côtés des Juifs pour leur apporter notre soutien. Et là, on a senti une espèce de rupture dans la société où les mêmes féministes avec lesquelles j'ai milité des années, pendant des années, moi j'étais très 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 à gauche. Vous pouvez même pas imaginer à quel point je votais à gauche depuis que je suis naturalisée, donc depuis que j'ai 24 ans. Et puis là, d'un coup, on te croit et t'es devenu, tu le mérites. Oui, mais apporte-moi des preuves. J'ai pas de vidéo. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là ? À quoi on est en train de faire face ? Il se passe quelque chose de grave dans la société. Et puis après, elles ont franchi un palier où d'un coup, le Hamas, c'est devenu de la résistance, où on a commencé à glorifier des islamistes, où on a commencé à blanchir leurs crimes, à trouver des excuses à leurs actes. Et puis après, on a atteint le dernier palier, c'est-à-dire que notre association, par des grosses associations, dont nous toutes, ça a été vraiment une chasse à l'homme, à la femme du coup, pour dire aux militantes, si vous trouvez Femme Azadi dans la manif pour les droits des femmes, chassez-les, parce que ce sont des sionistes, des suprémacistes, des nazis, et nous, dans le même temps, on voyait des drapeaux de la République islamique. Dans les manifestations des droits des femmes, on voyait des associations islamistes comme Urgence Palestine ou Samidoun qui est quand même reconnu comme terroriste dans plusieurs pays européens. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette société ? Moi j'ai eu énormément de menaces de mort, de viols, qui ont fait que je me suis retrouvée depuis maintenant 2 ans et demi sous protection policière. Et en fait, au lieu d'avoir du soutien de la part des féministes, au lieu d'avoir des soutiens de la part de cette gauche, en qui je croyais tellement, je me suis retrouvée à les avoir face à moi et devenir mes pires bourreaux. Et ensuite, on est passé au stade où je me suis retrouvée avec des journalistes de gauche qui nous ont nazifiés. Mais vraiment, ça a été jusqu'à nous nazifier, à mentir sur nous, à mentir sur nos vies. J'ai passé 3 heures avec un journaliste en interview à lui raconter toute ma vie dans les moindres détails et il a pondu un article à charge. Et ce qui est assez particulier, c'est que c'est toujours très misogyne. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de mes combats, de mon discours, eh bien, il s'est attardé sur mon trait d'eyeliner, sur mes cheveux, sur ma tenue. Et toujours cette volonté de dénigrer en disant « Ah, c'est qu'une pauvre influenceuse ». Et c'est vrai que c'est assez frappant de voir que cette gauche qui se dit humaniste est la première à me dire « C'était pas
content, retourne chez toi. T'es une nazie parce que finalement tu t'es issu d'une minorité, mais comme tu n'adhères pas à l'extrême gauche, eh bien on va d'autant plus s'en prendre à toi que si t'avais été une Française entre guillemets de souche. Et donc c'est comme ça que moi j'ai perdu foi en fait en cette gauche qui pour moi est laïcarde, qui a bouffé du curé pendant des décennies, qui défendait les droits des LGBT, les droits des minorités, etc. Ce pourquoi les Iraniens se battent. C'est-à-dire que le combat même des Iraniens aujourd'hui, c'est de se battre pour la laïcité, pour la liberté de croire ou de ne pas croire, pour la liberté de conscience, pour les droits des minorités. Et en fait, on est en train de nous opposer le fait qu'on serait d'extrême droite parce qu'on veut lutter contre l'islamisme. Et ça, je l'ai vécu très difficilement et je le vis encore très difficilement par rapport à mes idéaux de société que j'avais par rapport à la France. Et je pense que ce qui est le plus difficile pour nous aujourd'hui, c'est de réaliser que là où on disait il faut écouter les personnes racisées quand elles parlent de racisme, eh bien quand il s'agit des Iraniens, des Cubains, des Vénézuéliens, des Ukrainiens, eh bien on leur confisque la parole parce que leur narratif ne correspond pas à l'idéologie dominante dans ces classes militantes. Et nous, on le voit par exemple sur les slogans des Iraniens, sur leur volonté, leur droit à la souveraineté de choisir eux-mêmes par exemple leur leader, le choix de démocratie qu'ils souhaitent. Eh bien on nous oppose tout ça parce que ça ne correspond pas à ce que eux aimeraient que ces minorités-là pensent. Et je pense qu'il y a un véritable travail à faire en profondeur dans les milieux militants de gauche pour faire preuve d'un peu plus d'humilité, parce qu'ils sont toujours en train de dire qu'ils sont anti-impérialistes, anti-colonialistes, mais ils ont adopté tous les codes des néocoloniaux. C'est-à-dire, soit tu dois te soumettre à ma manière de voir la société, soit je te rejette et je te demande de retourner d'où tu viens. Et ça, c'est très dur. ای محرم و غمخوار من. Alors moi, je viens d'une famille où mes deux parents sont iraniens. Ma mère est kurde et mon père est perse. Et ils se sont connus juste au moment de la révolution islamique. Et on était une famille, notamment la famille de mon père, très visée parce que mon oncle était le président de ce qu'on dirait ici France Télé, en fait, en Iran. Et il était vice-président du parti du Shah à l'époque. Et donc, il a fait partie des premiers qui ont été fusillés au moment de la révolution islamo-marxiste. Et à ce moment-là, mes parents sont restés, et puis quand j'ai eu 1 an et demi, ma mère est tombée enceinte de mon petit frère. Et là, ils ont pris la décision qu'il fallait partir, et que bizarrement, tous les Iraniens pensaient que ça allait être temporaire. Personne n'imaginait que le pays pourrait basculer définitivement, enfin pas définitivement, parce qu'on espère quand même renverser ce régime. Et là, donc, mon père a le choix entre la France ou les États-Unis. Et pour lui, il fallait un pays de laïcité, de lumière, de culture. Donc il décide que ce sera la France. Et donc ma mère vient ici et lui promet de nous rejoindre, sauf qu'il ne viendra jamais. Il n'a jamais réussi à quitter l'Iran parce qu'il avait 50 ans. À ce moment-là, ma mère m'a eu jeune, mais mon père était beaucoup plus âgé. Et c'était trop dur pour lui de couper avec l'Iran. Donc il a fait des allers-retours entre la France et l'Iran toute sa vie. Et nous aussi. Donc moi, j'ai vraiment grandi dans cette double culture d'aller passer beaucoup de vacances en Iran. On parlait que persan à la maison. On vivait comme des Iraniens, parce que ma mère, elle est arrivée sans parler un mot. Donc j'ai appris le français à l'école. Et c'est vrai que y a des trucs qui sont rigolos, mais par exemple, moi, j'ai jamais eu personne pour m'aider à faire les devoirs, pour apprendre à lire, à écrire. Ensuite, c'est moi qui ai aidé mon petit frère à pouvoir faire la même chose. Et en même temps, eh bien, quand j'allais en Iran, j'étais complètement dans cette culture iranienne, dans la manière de vivre iranienne, surtout avec mon père. Et plus j'ai pris de l'âge et plus j'ai commencé à réaliser en fait ce qu'était une république islamique. Parce que petit à petit, même enfant, vous faites arrêter parce que vous portez pas le voile, vous vous rendez compte que vous pouvez plus aller à la plage, vous n'avez pas le droit d'aller à la plage, donc il va falloir respecter les horaires pour les femmes, se baigner alors qu'il y a des rideaux dans la mer, se faire tirer dessus si on nage trop loin dans l'eau, ce qui nous est arrivé avec ma mère. On sent en fait cette oppression de plus en plus présente, mais par amour du pays, j'ai tenu de nombreuses années avant d'arriver à un stade où j'ai dit à mon père, stop, ça suffit, en fait, c'est insupportable pour moi, qui ai grandi en France, de voir ces lois complètement absurdes, en fait, envers les femmes. Donc, sois gentil, viens-toi en France. Donc, j'allais de moins en moins souvent, j'espacais de plus en plus mes séjours, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et je pense que mon féminisme, le vrai féminisme, c'est-à-dire l'égalité des droits, le fait que personne ne dise à une femme qu'elle doit se couvrir dès la puberté parce qu'elle serait consommable à cet âge-là, que son cerveau ne fonctionne pas aussi bien que celui d'un homme, que toute sa vie elle doit vivre sous l'autorité d'un tuteur légal, qu'elle n'ait pas le droit de travailler ou voyager sans l'autorisation d'un homme. En fait, c'est ça en fait le vrai féminisme, de dire il faut qu'on ait les mêmes droits
qu'un homme. Et donc je pense que c'est là qu'est venue cette volonté de me battre pour valoir autant qu'un homme. Et puis après, moi, j'ai eu beaucoup de combats. En fait, je pense que moi, déjà petite, j'allais avec ma meilleure amie les week-ends récolter de l'argent pour l'UNICEF. Donc on allait comme ça avec une petite tirelire et puis on récoltait. Puis après, on avait des tonnes de pièces et ma mère payait et nous, bon, alors, elle nous laissait les pièces après, mais c'était pour le fait que je pense que j'avais déjà ça de vouloir mener des combats. Et, désolée de vous déranger, mais si vous aimez Celles qui osent, la meilleure chose à faire pour qu'on puisse continuer notre travail est de nous soutenir avec une note sur votre plateforme, un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très important pour nous. Allez, je vous dérange pas plus, mais je compte sur vous. Merci. Et puis après, je me suis beaucoup battue contre le racisme parce que j'ai passé 14 ans de ma vie avec un homme franco-ivoirien. Donc moi, le racisme, je l'ai vu de mes propres yeux. Moi, j'en ai pas été victime en France. J'ai été très bien accueillie par le peuple français, mais c'est vrai que lui, j'ai vu à de nombreuses reprises que c'était. Ensuite, je suis devenue maman et ma grande est en situation de handicap lourd, donc c'est devenu aussi un combat pour me battre pour le droit des enfants en situation de handicap. Je me suis beaucoup battue aussi pour les violences faites aux enfants, qu'elles soient sexuelles ou physiques. Donc en fait, je pense que j'ai toujours enchaîné. D'ailleurs, mon frère m'a dit un jour, il y a pas longtemps, il m'a dit « Je t'en supplie, quand l'Iran sera libre, arrête tes combats, repose-toi, vis !» Et là, je pense que voilà, mon dernier combat, parce que vraiment c'est épuisant, c'est de me battre pour mon peuple. Et je pense que c'est un des plus beaux combats que j'ai eu à mener, en espérant bientôt la liberté pour eux et mon départ en Iran, parce que j'ai profondément envie de partir et d'aller là-bas maintenant, aider comme je pourrais à l'intérieur du pays. Et aussi parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont déçue ici en Occident que j'ai de plus en plus de mal à me battre encore pour essayer de faire entendre raison à une grande partie de la population. Quand on est arrivé en France avec ma maman, en fait, on a toujours vécu en banlieue parisienne. Et c'est vrai que c'était assez drôle parfois parce que ma mère, elle apprenait un peu tout sur le tas et par exemple, elle disait souvent aux voisins oui, mais mon mari fait dodo, parce qu'elle savait pas dire il fait la sieste, parce qu'elle apprenait avec nous, ouais. Elle employait, donc ça faisait souvent rire les gens. Après, ce qui était assez fou, c'est que j'ai jamais senti le fait que moi je suis iranienne et vous êtes français, donc on a des cultures différentes et non, parce que tous mes amis en fait quand ils arrivaient à la maison, ils étaient tellement contents en fait de manger iranien, d'entendre parler iranien, d'entendre de la musique iranienne. C'est vrai qu'il y avait des choses qu'il fallait souvent expliquer et réexpliquer, pas avec mes amis mais plus avec les gens que je rencontrais. Par exemple, je sais pas pourquoi, systématiquement on me dit et alors c'est comment Beyrouth? Et je dis mais quel rapport, c'est au Liban, ça n'a rien à voir avec l'Iran. Ou mais alors vous parlez arabe? Bah non, je parle persan. Donc il y a plein de trucs comme ça où il fallait toujours expliquer, donc c'est vrai que ça nous fait rire parce qu'on sait déjà d'avance ce que les gens pensent en général par rapport à ce qu'on est vraiment. Moi j'ai super bien vécu cette double culture et d'ailleurs souvent les gens qui parlent d'assimilation, je me dis je sais pas pourquoi les gens veulent à tout prix qu'on s'assimile, parce que moi je suis hyper bien intégrée, je vis très bien, je vis comme une Française quand je suis dehors, comme une Iranienne quand je suis à l'intérieur, j'ai aucun choc de culture, de valeur et je pense pas qu'il faille effacer ce qu'on est pour pouvoir s'intégrer totalement et se sentir français. Et c'est pour ça que j'ai toujours combattu les extrêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que je pense vraiment qu'on peut être ce qu'on est et en même temps vivre pleinement en tant que Français. Il aura donc suffi de 2 jours seulement pour que l'insurrection armée balaie définitivement l'ancien régime. Ce matin, les derniers bastions sont tombés aux mains des révolutionnaires, notamment le centre de torture de la Savac et surtout la garde impériale. L'équipe d'Antenne 2 s'est rendue ce matin à la caserne de la garde impériale où on avait déjà hissé le drapeau blanc et le portrait de Khomeini. Ce que personne ne peut expliquer ici, c'est le brutal effondrement de l'armée dont on vantait la force, la loyauté et la discipline. Le problème qui se pose désormais à l'ayatollah Khomeini et au Premier ministre Bazargan est de faire revenir le calme. Il multiplie les appels pour que le peuple rende les armes, respecte les ambassades et cesse la chasse aux partisans du Shah. La tâche ne sera pas aisée, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils pourront entamer la mise en place de la République islamique d'Iran. Je vais essayer d'être la plus factuelle possible sur comment les choses se sont déroulées à l'époque. Alors pour essayer de résumer, parce que c'est une situation qui est très complexe, on est en pleine guerre froide, on a l'URSS qui a des vues sur l'Iran et les richesses de l'Iran, de l'autre côté on a les Anglais qui exploitent les richesses de l'Iran, on a les Américains qui rentrent en jeu pour pouvoir lutter contre l'URSS, donc on est dans un contexte géopolitique assez particulier.
Et donc l'Iran est une monarchie à ce moment-là, comme depuis 2500 ans, en fait depuis Cyrus le Grand et l'Empire perse. Donc on a le Shah d'Iran qui dirige le pays, donc qui est dans un développement très très rapide, que ce soit en termes de droits des femmes. Les femmes iraniennes ont voté 8 ans avant les femmes suisses, donc pour dire à quel point 2 ans avant la Révolution, on a eu le premier mariage homosexuel en Iran, alors que c'était encore criminalisé en France. Donc on voit quand même qu'on était dans une situation dans une société qui avançait très vite. Il y avait encore des inégalités, il y avait énormément de choses qui avaient été mises en place pour aider à l'alphabétisation, créer les premiers planning familial en fait qui pouvait exister, de faire des brigades de médecine. Donc voilà, on est dans une situation comme ça, mais on a des intégristes islamistes qui sont particulièrement en colère parce que justement la société avance très vite, mais aussi parce que le Shah d'Iran, à l'époque, saisit les terres des mollahs pour les redistribuer aux paysans. Donc finalement, on assiste un peu à la même chose que ce qui se passe en France avec le clergé qui possède les richesses, etc. Et de l'autre côté, on a un mouvement qui est mené par les communistes, les marxistes, les léninistes, tout ce qu'on appelle l'extrême gauche iranienne pour vulgariser. Et donc, ils sont menés finalement par ces mêmes leitmotifs qui sont l'anti-impérialisme, l'anti-américanisme, l'anti-sionisme déjà à l'époque. Et donc, ils vont faire une espèce de convergence des luttes en se disant il faut renverser le Shah. Il faut renverser cet impérialisme monarchique pour prendre le pouvoir. Donc l'extrême gauche est financée par l'URSS, qui va aller jusqu'à financer des brigades terroristes qui vont aller s'entraîner au Liban, par exemple, avec à l'époque ce qui était l'extrême gauche palestinienne, donc tout ce qui était OLP, puisqu'avant le Hamas, c'était l'extrême gauche qui menait les attentats. Donc c'était un contexte très différent, c'était pas islamiste à ce moment-là, tous ces mouvements. Et de l'autre côté, on aura les islamistes qui vont très bizarrement, avoir le soutien des Occidentaux. Et donc, les Américains, à ce moment-là, vont se dire, on a tellement peur du communisme qu'on va financer l'islamisme pour leur permettre de ne surtout pas laisser les communistes prendre le pouvoir en Iran. Et donc, c'est comme ça que va se fomenter cette révolution de 79, et les choses vont basculer très vite. En l'espace d'1 an et demi, le pouvoir monarchique va tomber, le Shah va quitter l'Iran, et les islamistes vont prendre le pouvoir. Et donc, on se rappelle tous de Khomeini qui a neuf le château et qui va bénéficier de plus de 130 interviews en 118 jours. Donc les Anglais, les Américains et les Français vont lui mettre des moyens à disposition, lui permettre de faire sa propagande, propager ses fake news. Et c'est ça qui est assez dramatique, c'est que ces étudiants iraniens d'extrême gauche qui étaient en Occident financés par le Shah pour pouvoir venir faire leurs études ici, se sont retrouvés à aller dans les universités occidentales pour monter la tête des jeunes et leur dire il faut absolument qu'on aille, qu'on renverse le régime en place. Et voilà comment les choses vont basculer, cette alliance entre l'extrême gauche et l'islamisme. Et je pense que c'est pour ça qu'on est aussi traumatisé par ce qu'on voit aujourd'hui aussi dans les sociétés occidentales, parce qu'on voit ce même sentiment de vouloir lutter contre l'impérialisme, contre le colonialisme, contre le suprémacisme, qui à la base sont des nobles causes, sauf qu'on ne comprend pas la géopolitique, on ne fait pas l'effort d'aller lire et de se renseigner. Et c'est vrai que moi, quand je suis face à des jeunes qui me parlent de l'impérialisme américain, je leur dis mais que faites-vous de l'impérialisme islamique ? Que faites-vous de la République islamique qui aujourd'hui a détruit le Liban, le Yémen, la Syrie ? On parle quand même de régimes qui ont tué des centaines de milliers de personnes. Et en fait, on est face à des jeunes qui, de toute façon, par haine de soi, parce qu'on les a tellement culpabilisés d'être des descendants de colons, entre guillemets, qu'ils s'auto-flagellent et ils se retrouvent à soutenir des Maduro, des Khamenei, le Hezbollah, le Hamas, parce qu'ils ont l'impression que ce sont les meilleurs pour lutter contre ce qu'ils sont eux-mêmes, à savoir des démocraties. Je dis pas que nos démocraties sont parfaites. Tout le monde se rappelle de la guerre en Irak, de l'Afghanistan, etc. Mais quand même, comme je le dis toujours, mais dis-moi, si demain je te donne le choix entre aller vivre à New York ou aller vivre à Kaboul ou à Damas, je suis sûre que tu vas choisir New York. Donc un peu de retenue dans votre échelle de valeurs. Et je pense que c'est ça aussi un de nos rôles depuis toutes ces années, c'est d'essayer d'alerter pour pas qu'on bascule dans les mêmes mécanismes qui ont détruit l'Iran et qu'on voit aujourd'hui se mettre en place dans notre société. Je sais que c'est une question qu'on me pose souvent, qui t'a inspiré et qui t'inspire, et je réponds souvent, il y a personne. C'est-à-dire que j'ai pas grandi avec cet idéal d'avoir
d'avoir une idole, de me dire waouh mon Dieu, j'aimerais être comme telle ou telle personne. En plus, j'ai lu plein de biographies et je me rappelle par exemple quand j'avais lu celle de Gandhi, eh bien je me rendais compte que c'était un très mauvais père, qu'il n'était pas du tout comme on le prétendait, qu'il avait des penchants très racistes. Et dans plein de biographies de grands hommes, d'ailleurs c'est souvent des hommes, eh bien je me rendais compte que mais non, mais en fait ils n'étaient pas du tout parfaits, ils avaient des défauts terribles. Et donc au fur et à mesure, je me suis dit mais non, en fait moi j'ai pas de grande figure qui m'inspire. Moi la seule chose, en fait comme je suis très déjà, je suis une hypersensible. Je fonctionne au feeling. J'avance pour ce que je pense être juste. Je dis pas que j'ai toujours raison, mais du coup, j'ai jamais eu besoin d'avoir quelqu'un qui m'inspire. J'ai juste eu des buts. Quel que soit le combat, par exemple pour l'Iran, j'ai pas une idole qui va représenter. J'ai un leader d'opposition en qui je crois, mais je vais pas l'idolâtrer ou me dire mon Dieu, j'aimerais que ce soit mon modèle absolu dans la vie. Et même quand je regarde des grandes figures féministes, par exemple, je sais qu'on adore Simone de Beauvoir en France, mais elle était magnifique, Simone de Beauvoir, pour les occidentales. Mais n'oublions pas qu'elle a soutenu Mao, la dictature chinoise, qu'elle a quand même soutenu Khomeini, qu'elle était pour le renversement du Shah, alors qu'elle voyait bien que c'était des islamistes en face. Donc finalement, à chaque fois qu'on prend ces figures qui sont très inspirantes pour certains, eh bien, elles ont toute une façon qui font que je me suis dit, construis-toi toi-même plutôt que de prendre quelqu'un comme exemple. Celle qui ose. La première chose qui me vient à l'esprit quand on parle d'audace, c'est d'oser faire les choses. Après, au quotidien, je sais que je suis pas très audacieuse pour les relations aux autres. Je dis toujours oui, j'ose pas dire non, j'ose pas m'imposer, j'ai toujours peur de gêner. Mais c'est les gens qui me parlent d'audace. À chaque fois, on me dit waouh, t'as l'audace de faire, t'as l'audace de dénoncer, t'as le courage de. Mais c'est vrai qu'au quotidien, moi, je me rends pas forcément compte que c'est forcément de l'audace parce que je le fais, parce que je pense que c'est quelque chose qui est juste à faire. Donc, je dirais que je peux même pas définir vraiment parce que parfois on a l'audace de faire des choses qui peuvent paraître audacieuses aux autres mais qui nous paraissent normales et parfois pour des toutes petites choses du quotidien, eh bien j'aimerais faire preuve de plus d'audace et pouvoir froisser peut-être quelqu'un, oser dire non, ne pas chercher à faire plaisir à tout le monde. Je pense que c'est un terme qui est très difficile à déterminer, à qualifier parce que l'audace est propre à chacun, mais la seule chose je pense c'est que c'est terrible de dire qu'on vit dans une société où aujourd'hui défendre véritablement les droits des femmes, lutter contre l'obscurantisme et porter la parole d'un peuple est considéré comme de l'audace alors que ça devrait être normal et qu'on ne devrait pas prendre de risques en faisant ça. Je pense que le plus grand mal de notre société actuelle, c'est finalement qu'on a accès à énormément d'informations grâce aux réseaux sociaux, mais que malheureusement on ne prend plus le temps d'étudier, de lire et de se renseigner, et ce que j'appelle moi vulgairement la culture TikTok, où on s'enferme dans un algorithme, où on est très vite happé par la propagande et où on finit finalement par perdre toutes ses valeurs et sa boussole morale. Donc je pense que la seule chose que j'ai envie de dire, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, quand quelqu'un prend le temps de nous écouter, prend le temps de regarder nos vidéos, notre contenu, il change sa manière de percevoir la réalité du Proche et du Moyen-Orient. Et je pense que c'est là notre plus grande arme, mais aussi notre plus grande faiblesse, c'est que notre jeunesse ne prend plus le temps d'étudier comme avant, alors qu'elle a cette force de se dire qu'on a accès à plein d'informations. Donc écoutez même les gens contre lesquels vous militez, prenez juste le temps d'écouter ce qu'ils ont à vous dire, faites vos propres recherches, et surtout, ayez l'humilité d'écouter les peuples concernés. Arrêtez de vouloir décider et penser à la place de ceux qui savent, qui ont vu, qui parlent la langue, qui connaissent la culture, et ça serait un énorme service que vous rendriez à l'humanité. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. L'interview a été menée par Lucie Rondelet et Julie Bénard, qui a également assuré le montage, l'illustration sonore et le mixage. N'oublions pas bien sûr de remercier Christian Toukas pour notre inoubliable jingle, ainsi que Violaine Vim qui réalise les illustrations originales. Retrouvez tous nos épisodes, nos articles et nos pépites culture sur Instagram @celle-qui-ose et bien sûr sur notre site celle-qui-ose.com. Et si vous voulez qu'on vous glisse nos meilleures recommandations culture et nos coups de cœur en direct dans votre boîte mail, abonnez-vous à notre newsletter depuis notre site. Celle qui ose est un média féministe et indépendant créé par Lucie Rondelet. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre sur Celle qui ose. C'est grandir à l'intérieur. Je crois qu'il faut se brûler. Il faut vivre, se reconquérir. Parce que les femmes sont fortes. Celle qui ose.
un mec dans la rue met une main au cul, est-ce que tu l'as déjà fait?